Bonsoir à tous, 19 h, l'heure de l'information sur la première. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition. Un colloque sur l'emploi informel est organisé à Mayotte. D'une durée de 2 jours, il réunit plusieurs acteurs du secteur. Des économistes de renommée internationale ont fait le déplacement pour l'occasion. Les métiers de l'aéronautique en passe d'être enseignés dans nos établissements à Mayotte. Le projet de mettre en place une filière est acté par le vice-rectorat. Plusieurs formations qui devraient permettre aux Mahorais d'être qualifiés dans les métiers de l'aérien. Et puis nous parlerons santé dans notre 19 h avec cette campagne de dépistage du VIH qui a démarré à Mayotte aujourd'hui. La caravane Nari Kemsada entame un tour de l'île. Objectif, rencontrer la population pour la sensibiliser sur les risques de la maladie et l'inciter à se dépister. Nous en parlerons avec notre invité, le docteur Mouamadou Niang. Mais tout d'abord, les suites de la mésaventure du jeune déficient mental Abdil Afarou, expulsé de Mayotte le mois dernier par erreur vers Anjouan. Aujourd'hui, sa maman a pu entrer en contact avec lui pour la première fois. Une maman qui se plaint des lourdeurs administratives pour faire revenir son fils à Mayotte. Saïd Hachim, Géraldine Louis. Il refusait tout contact et n'adressait la parole à aucune personne. Replié sur lui-même, Abdil Afarou a rompu son isolement ce jeudi. Un premier pas abouti par une conversation téléphonique avec sa mère. J'étais soulagée d'entendre sa voix et soulagée aussi de savoir qu'il se rappelle toujours qu'il a une mère. Oui. Quels ont été vos premiers mots? Qu'a-t-il dit? Eh bien, ce qu'il m'a dit... il m'a appelé d'abord, c'est toi, maman, j'ai répondu oui. C'est Adidja, oui, j'ai répondu oui. Après, il m'a demandé qu'il m'attend pour aller le chercher pour venir ici. Parce que lui, il dit oui, je sais que je suis au Comores. Oui. Il attend la barge pour venir, pour retourner ici. Ah, il attend la barge pour retourner à Mayotte. La barge, oui, d'accord. C'est la barge. De la barge qu'il a dans sa tête. Depuis son arrivée sur l'île d'Anjouan, Abdil Afarou s'était réfugié sur une colline en périphérie de Moutamoudou. Une famille l'a prise en charge aujourd'hui. La police municipale d'Aqua, ils sont venus. On me demandait le numéro de téléphone des personnes qui s'occupent de lui là-bas. Oui. Parce qu'ils veulent savoir juste si on part d'ici, peu importe la personne qui va. Oui. Ils puissent savoir exactement là qu'on va le chercher. Et gendarmerie de là-bas qui puisse aller s'occuper de lui. Plusieurs questions se posent autour de l'expulsion du jeune Mahorais déficient mental sur l'île d'Anjouan. Pourquoi n'est-il pas revenu depuis sa localisation il y a 10 jours, sachant qu'un simple laissez-passer de l'autorité française en place aurait suffi à le faire revenir à Mayotte? Qu'est-ce que l'emploi informel? Qui est concerné? Comment est-elle organisée? Et qu'apporte-t-elle à un pays? Plusieurs questions qui font l'objet du colloque qui a réuni aujourd'hui des économistes locaux et de renommée internationale. Des échanges ont lieu au centre universitaire de Dembéni. Et déjà, un constat, notre île n'échappe pas à ce phénomène. Elle peut même avoir des effets positifs sur le développement économique du département. À Dembéni, Laïni Saïd Hachim, Youssouf Ahmed Matouar. Dans l'amphithéâtre, des économistes locaux et de renommée internationale venus apporter leur regard sur la question de l'économie informelle dans le monde, mais surtout sa légitimité. Ce qui peut paraître surprenant comme débat, mais d'abord, qu'est-ce qu'une activité informelle et en quoi peut-elle être légitime? Le secteur informel où les gens travaillent, pas tellement pour frauder les autorités, mais pour faire vivre leur famille, tout simplement. Donc une économie, parfois on peut avoir des bons revenus, mais en général on tire un peu le diable par la queue, donc c'est difficile. Il faut le distinguer
de l'économie souterraine. Qu'est-ce que c'est que l'économie souterraine? C'est les grandes entreprises ou moyennes qui, elles, sont parfaitement connues de l'État et qui fraudent volontairement, qui ne déclarent pas une partie de leur travail, qui ne déclarent pas une partie de leurs activités pour payer moins d'impôts. Et là, on n'est plus du tout dans la même logique. Et puis après, il y a une troisième composante qu'on appelle l'économie illégale. Et là, le produit qui est vendu est illégal. Et l'exemple typique, c'est la drogue. Dans le département, l'emploi informel concerne 15% de l'activité contre 90% à Madagascar et aux Comores. Le secteur du bâtiment et l'agriculture sont les plus impactés selon une étude menée depuis 2 ans dans le Grand Mamoudzou par des économistes locaux. On a un système de ce que j'appelle une économie morale, une éthique de subsistance qui subsiste toujours. Et c'est-à-dire que l'on a également une économie domestique qui peut encore fonctionner. On a encore des jardins qui sont cultivés, qui permettent donc de maintenir des liens de solidarité, généralement intrafamiliaux ou éventuellement amicaux. Ne serait-il pas plus avantageux pour un pays de déclarer ses activités? Il semblerait que non. Ces pratiques intégrées dans les politiques économiques pourraient plutôt être bénéfiques. Mais alors comment? Qu'est-ce que l'État ou la société a proposé si on dit du jour au lendemain on interdit l'économie informelle? L'État est bien content qu'on ait ces emplois qui permettent de ne pas venir gonfler le rang des chômeurs, les gens, parce qu'il n'y a pas assez d'allocations possibles. Et donc l'informel a un rôle utile. L'entreprise informelle est composée en moyenne d'1,5 personne dans les pays étudiés. Le statut non déclaré pose des problèmes aussi bien aux autorités, par exemple en matière de taxes qui ne rentrent pas, et aux informels qui n'ont pas accès à certains marchés ni de protection sociale ou retraite. Économie toujours avec cette rencontre entre l'Agence française de développement et la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Elles ont signé ce matin une convention portant sur une économie et une transition écologique. Concrètement, il s'agit ici de soutenir les entreprises en les orientant beaucoup plus vers un mode de promotion et de consommation calqué sur la protection de l'environnement. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter Zegadi Benamar de la CRES ainsi que l'AFD au micro de Zora Abdoukafé et Maolida Bouanaheri. L'idée, c'est d'accélérer donc un processus à destination de cette transition, faire en sorte qu'elle concerne l'ensemble des publics, pas seulement des grandes entreprises, pas seulement des grandes institutions, mais également l'ensemble des acteurs de l'économie, de les orienter vers ces 2 sujets qui sont des sujets fondamentaux et qui sous-tendent l'intervention de l'AFD. L'AFD, c'est la banque de la mise en œuvre des accords de Paris sur le climat et c'est la banque également du lien social. Et par construction, l'économie sociale et solidaire, c'est l'économie du lien social, la création d'autonomie, la création d'emplois, la création, le renforcement de l'insertion par l'activité économique. La CRES, elle n'accompagne pas que les entreprises de l'économie sociale et solidaire. La CRES fait la promotion d'un modèle, celui qui consiste à faire en sorte que les entreprises le plus possible intègrent 3 principes, mais fondamentaux, à leur réalité économique. C'est 1, une gouvernance démocratique, 2, la recherche d'une utilité sociale en plus que la recherche de profit, 3, la gestion responsable de ces financements. Alors l'ESS à Mayotte, c'est 14% des entreprises pour 23% de l'emploi privé sur le territoire. Alors la signature de cette convention aujourd'hui avec l'AFD, qui est une convention en plus déjà d'une convention signée avec l'ADEME, nous permet de créer ou de poursuivre un dispositif qui permet de mettre au centre de la question de la transition écologique les entreprises de l'ESS de Mayotte. Et puis en bref, cette information, un protocole de sortie de crise a été signé aujourd'hui au SIAM, au syndicat des eaux, entre le personnel qui était en grève depuis déjà plusieurs semaines et la direction. Plus de détails sur cette sortie de crise dans nos éditions de demain. Éducation, le vice-rectorat de Mayotte se projette vers les métiers de l'aéronautique et le département de Mayotte souhaite s'associer à cette dynamique de dimension régionale. Dans ce cadre précis, l'Éducation nationale présente des formations professionnelles diverses. Découvrez-les à travers ce reportage de Zora Abdoukafé et Youssouf Ben Matouar.
Le développement du trafic aérien dans la région pousse le vice-rectorat à anticiper et à mettre l'accent sur les métiers en lien avec l'aéronautique. Dans ce sens, depuis le début de cette année scolaire, une classe de seconde aéronautique option système a vu le jour au lycée de Petite-Terre. Sur les formations qui ont commencé cette année en seconde, nous allons les accompagner jusqu'à la fin du bac pro. Comme ça a été rappelé lors de cette présentation, derrière, il faudra qu'on continue cette montée en compétences avec l'ouverture à partir de 2021 de BTS sur des métiers liés à la sécurité, liés aussi à la maintenance. Et puis, ce que j'ai dit, c'est qu'à terme, il faut aussi qu'on profite de la montée en puissance du rectorat pour penser à des formations de niveau ingénieur. Les compagnies aériennes régionales veulent mettre l'accent sur la formation de mécaniciens pour avoir un réservoir de main-d'œuvre qualifiée sur place. Nous avons comme principe à EWA, le moins petit alarme, on ne décolle pas. C'est la sécurité de nos passagers qui nous incombe. Donc, pour ça, il faut quand même que les mécaniciens interviennent rapidement pour pouvoir déceler la panne, pour pouvoir... Parfois, c'est des petites pannes qui peuvent arriver, électricité, un court-circuit, n'importe quoi, ça peut déclencher une alarme. Donc, à ce moment, nous, tant qu'on ne l'a pas localisé, on ne décolle pas. Un campus de 2000 m² sur les métiers de l'aéronautique sera construit dans les années à venir avec un plateau technique pouvant accueillir un Cessna et 2 hélicoptères. Le campus sera rattaché au lycée de Petite-Terre. Cette construction est conditionnée par l'accord de la DGAC. La DGAC possède donc une parcelle qui n'a pas encore été concédée donc à l'exploitant aéroportuaire et qui va être mise à disposition justement du vice-rectorat pour pouvoir construire ce plateau technique. Donc actuellement c'est une parcelle qui fait 2000 m² et donc les contrats sont en cours. 4 formations liées aux activités aériennes seront proposées dans le campus. Il s'agit de la maintenance, des activités commerciales, la sécurité et le tourisme. Ces formations ont pour objectif de faire de Mayotte un hub régional à long terme. Autre titre de l'actualité, le démarrage aujourd'hui de la campagne nationale de la semaine du dépistage du VIH. Durant toute cette semaine, la caravane Nariké Msada va sillonner l'île pour se rapprocher davantage de la population. Alors, comment s'est déroulée cette première journée de campagne? Élément de réponse dans ce reportage de Zora Abdoukafé et Maolida Bouanaheri. Démocratiser ce geste et faire du dépistage une réalité, le travail mené au quotidien par l'association Nariké Msada. Ce test est anonyme et vous avez le résultat après quelques minutes seulement. On vient de finir le test et là, il faut comprendre que quand il y a un seul point, ça signifie que le test est négatif, donc le virus n'est pas dans le corps. S'il y a 2 points, ça signifie que c'est pas bon, le virus est donc dans le corps. Et donc il faudrait le reconfirmer avec un autre test. On vous oriente après vers l'infectiologue au CHM pour pouvoir faire les démarches nécessaires. Donc là, pour vous, c'est bon. Il y a des hommes sérieux. Il y en a qui ne le sont pas. Certains hommes savent qu'ils sont porteurs du VIH et contaminent exprès leurs partenaires. Je ne suis pas de ce genre-là. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu me faire dépister pour savoir si je suis malade ou non. Heureusement que mon texte est négatif. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser des préservatifs. Avant chaque rapport, je demande à ma partenaire si elle veut que je l'utilise ou pas. Si elle dit oui, alors je le mets et j'évite ainsi tout risque. Mais si elle dit non, alors je ne le mets pas. Jusqu'à présent, il n'y a pas de solution miracle. L'association Nariké Msada accentue donc sa campagne de sensibilisation auprès de la population sur l'importance de se protéger lors d'un rapport sexuel. Moi, je fais le lien avec les objectifs de l'ONU-SIDA, les fameux 3,90, qui consistent à ce que d'ici 2030, 90% de la population mondiale soit dépistée, 90% des personnes dépistées qui sont séropositives qu'ils aient accès au traitement et que 90% de ceux qui ont accès au traitement aient ce qu'on appelle une charge virale indétectable, puisqu'il est établi qu'avec une charge virale indétectable, on n'est plus contaminant. Donc on ne sait pas comment tuer le VIH
En revanche, on sait comment freiner l'épidémie. Parmi ces 3,90-là, les deux, nous les avons déjà atteints à Mayotte, tout comme en France d'ailleurs. En revanche, là où le bas blesse, c'est le premier 90, la sensibilisation et le dépistage. Il faut qu'il y ait plus de gens qui se fassent dépister, de manière à ce que ceux qui sont porteurs du VIH sans le savoir puissent être pris en charge pour éviter la contamination. 274 personnes séropositives détectées l'année dernière et selon les chiffres encore provisoires, cette année on dénombre 300 et dans la plupart des cas ce sont des femmes. Ces dernières découvrent leur séropositivité lors d'un examen gynécologique. Et pour parler de cette campagne et pour faire aussi un point sur la situation à Mayotte, je reçois le docteur Mouamadou Niang. Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors on apprend dans ce reportage que ce sont les femmes qui sont les plus atteintes par le virus du sida. Une explication à ceci? Effectivement, parce que le dépistage, si on voit bien, même au niveau international, c'est toujours les femmes enceintes. Donc, la prévalence au niveau mondial, c'est d'abord au niveau des femmes enceintes. Donc il y avait au niveau de sexe ratio, on avait plutôt de femmes que d'hommes. Mais ces dernières années, même à Mayotte, on a remarqué un rattrapage au niveau de sexe ratio, c'est-à-dire on est à peu près 57% de femmes et 43% d'hommes. Alors, on l'a vu dans le reportage, on a vu Narek Msada disant que là où le bas blesse, c'est au niveau de la sensibilisation et du dépistage. Comment réussir à inciter davantage la population à se faire dépister? Effectivement, c'est la journée mondiale contre le sida. C'est effectivement une mobilisation mondiale pour sensibiliser les gens, informer les gens à la prévention et au dépistage. Et également en plaidoyer, mais c'est surtout au dépistage. Au dépistage, on a des centres anonymes et gratuits. On voit bien qui viennent dans ces centres, c'est généralement les populations exposées, c'est-à-dire les populations clés. Les populations clés, c'est-à-dire les hommes qui ont de la rapport sexuel avec des hommes, les travailleuses ou les travailleurs de sexe, on voit bien les gens qui sont dans les prisons. Mais pour aller plus loin, il faut avoir des tests rapides. Ces tests rapides qu'on appelle les TROD, c'est-à-dire les tests rapides d'orientation diagnostique, qui permettent en 2-3 minutes d'avoir son statut sérologie VIH. Et il faut aller vers les populations. Il faut aller dépister plus. Et aujourd'hui, effectivement, le bas blesse, même au niveau national, au niveau international, il faut dépister plus. N'oubliez pas qu'en France, 30 000 personnes ignorent leur séropositivité. Donc ces 30 000 personnes, pour y aller, il faut aller vers les populations pour dépister plus. Plus on dépiste, plus on traite, meilleur est l'état de santé des patients et moins on en meurt. Alors, comme vous le dites, vous dites 30 000 personnes en France ignorent qu'elles sont porteuses du virus. Il y a aussi cette forme d'inconscience de personnes qui disent que moi, finalement, moi, je n'ai rien à craindre, je n'ai pas besoin d'aller me faire dépister. C'est grave, cette situation-là? Effectivement, en quoi est-elle grave, justement? C'est que ça reste encore tabou, le VIH-Sida, dans certains milieux sociaux. Mais je crois qu'il faut prendre le courage en main de connaître son statut. Parce que l'année 2018, l'ONU-Sida, le second, qu'en est-il de mon statut? Et cette année, on voit bien que les organisations communautaires peuvent faire la différence, c'est-à-dire de sensibiliser plus. Et on a quand même remarqué au niveau international que les gens qui connaissent leur statut sérologique VIH transmettaient moins parce qu'ils vont changer de comportement par rapport à ceux qui ne connaissent pas. Alors, 274 séropositifs l'année dernière à Mayotte, 300 cette année. Un mot sur ces chiffres, est-ce que alarmant, inquiétant, rassurant, stable? Pour être exact, aujourd'hui où je vous parle, à 16 heures avant que je quitte mon service, on est à 312 patients suivis à Mayotte. On remarque une augmentation du nombre de nouveaux cas en 2019. On n'a pas encore fini 2019, mais on frôle déjà les 50 nouveaux cas. Et ces nouveaux cas, c'est essentiellement des populations étrangères. Mouamadou Niang, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, docteur. Merci.
Ces images dans les stations essence tournées ce jeudi maintenant. Il y a eu grande foule pour s'approvisionner en carburant. S'il n'y a pas eu officiellement d'appel à la grève, la rumeur d'un mouvement social imminent perturbe depuis hier l'approvisionnement en carburant dans les différentes stations de service, comme vous pouvez le voir. Des débrayages ont en effet eu lieu aujourd'hui et hier, mais pas de préavis de grève. On apprend toutefois la tenue de discussions en interne avec comme revendication principale une hausse des salaires de 25%. Transport avec la modernisation à venir au niveau des gares maritimes à Mayotte. Le STM, le service des transports maritimes, est en passe de mettre en place une billetterie dématérialisée pour accéder aux barges. En gros, fini les tickets papier à déchirer par les agents, place aux machines qui permettront de valider l'accès des usagers vers les barges. Plus de précisions dans cette interview réalisée par Ibrahim Dogo. Nous sommes, comme vous voyez, il y a déjà les portiques, les barrières. Nous sommes dans une phase de paramétrage du logiciel. Donc la partie régie, la partie vente et la formation aussi du personnel. Nous allons lancer une campagne de communication parce que qui veut dire outil, ça veut dire sensibiliser, informer aussi les usagers. Et nous allons aussi publier un questionnaire qui va nous permettre de paramétrer ou de modeler, on peut dire, puisque c'est une solution informatique, le logiciel par rapport aux attentes des usagers. Au niveau de la mise en œuvre, nous comptons d'ici le premier trimestre 2020 pouvoir rentrer en mode production, c'est-à-dire rendre le système opérationnel. Et puis pour terminer, de la musique dans la région avec l'arrivée à La Réunion aujourd'hui du groupe Kassav. Plusieurs fans étaient présents à l'aéroport pour accueillir les Rois du Zouk. Créé en 1979, le groupe fête tout le long de cette année ses 40 ans. Un concert qualifié de mémorable sera organisé ce samedi à Saint-Paul. Marie-Ange Frassati. Les affiches à l'entrée de l'aéroport en parlent déjà. Les inventeurs du Zouk, le groupe Kassav, en concert ce samedi soir à Saint-Paul. Une partie de l'équipe menée par Jacob Desvarieux a débarqué ce matin. Mais Jocelyne Berroir n'était pas dans les valises. Elle arrivera seulement demain. Le public, lui, sera au rendez-vous. Zouk la CSL médicament nous ni ça, oh ça. Après je sais plus hein. Qui connaît pas Kassav? Alors, contez-moi. Ah non, je vous le siffle si vous voulez. Je vous le siffle. Voilà. Je vais pas chanter en respect pour Kassav justement. Je suis d'origine martiniquaise et j'ai grandi dedans. Hein. Mes parents, c'était Kassav. J'ai été les voir en concert au Zénith. Donc ouais, je connais bien Kassav. 10 000 personnes au moins sont attendues pour le concert. Sur scène, pas moins de 15 artistes et 6 techniciens. Le show promet d'être au rendez-vous. La première tournée de Kassav, c'était en 81 ou 2, je ne me souviens plus exactement, mais c'était à La Réunion. Et on avait fait 5 concerts et on avait eu beaucoup de succès. Et depuis, ça ne s'est jamais démenti. Donc de toute façon, voilà. Et puis on espère que là, on fera encore plus de succès que d'habitude. N'hésitez pas à venir parce que c'est 40 ans de bonheur, 40 ans de joie, 40 ans de fête. Nous-mêmes, on a l'opportunité de faire partie de cette histoire-là. Et je vous dis que si vous venez, vous n'allez pas être déçus. Vraiment, Kassav, ça va être On n'a pas 40 ans, nous. Hein. Ouais, nous, on n'a pas 40 ans. On est les plus jeunes. On est les plus jeunes, mais... Il y a beaucoup d'énergie, il y a vraiment autant d'énergie même que d'habitude. Ils sont passés dans tous les dômes, ils passent dans beaucoup de pays. Et quand on voit du Zouk qui est joué au Japon, qui joue au Vanuatu ou dans d'autres pays du monde, on peut se dire que vraiment Kassav a une valeur sur la scène mondiale. Il reste encore quelques places. Attention de bien réviser les paroles. Zouk la CSL médicament nomi. Après, il y a collé, serré, monté ou qu'à danser. Merci et bon concert pour samedi soir.
Ça va zouker. Voilà qui met un terme à cette édition de ce 28 novembre. Encore merci pour toute votre fidélité, notamment sur Internet, Facebook, lapremière.fr ainsi que YouTube. L'info continue en télé avec Darwesh Daou qui vous présente dans un instant le journal à Maoré. À 20h, vous pourrez suivre 2 nouveaux épisodes de votre série Lead Daniel Star, puis à 21h25 The Americans. Voilà, une belle soirée en télé pour vous en perspective. On se donne rendez-vous demain, vendredi, pour de nouvelles informations sur La Première. Bonne soirée.